Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre séquence Poussons le débat. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la conservation des ressources, la conservation des semences, des variétés. Pourquoi est-ce qu'on les conserve? Comment on les conserve? À quoi ça sert? Quel intérêt? C'est ce que nous allons voir avec nos invités très féminines que je rejoins tout de suite. On est ensemble pour un moment pour parler de conservation et je vais vous présenter tout de suite. Vous êtes Anne-Françoise Adam Blondon, vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous êtes coordinatrice du réseau de centres de ressources génétiques plantes des instituts de recherche français et membre du comité des enjeux sociétaux de SEMAE. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Audrey Didier, vous êtes coordinatrice nationale sur la conservation des plantes cultivées et apparentées au groupe d'études et de contrôle de variétés et de semences, le groupe GEV. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et Véronique Decroux, vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, Centre de Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, à l'UMR BFP, Biologie du fruit et pathologie à l'INRAE, donc Université de Bordeaux, dans l'équipe PRADAM, je traduis, Prunus, adaptation, diversité et amélioration. Merci, bonjour. Bonjour et bienvenue. Et je vais commencer par vous, Anne-Françoise, simplement pour nous expliquer déjà ce que c'est que la conservation de ressources exactement. Oui, alors donc j'anime un réseau de centres de ressources génétiques. Alors je suis située à l'INRAE, mais ces centres de ressources génétiques peuvent appartenir à d'autres instituts, le CIRAD, l'IRD, et des écoles d'agronomie aussi interviennent dans la conservation de ces ressources. Et donc dans ces centres, les équipes collectent d'anciennes variétés, des génotypes sauvages, des choses qui sont collectées éventuellement dans la nature, récupèrent aussi du matériel original développé lors de programmes de recherche et les rassemblent dans des collections et s'assurent de maintenir les stocks de graines quand c'est conservé sous forme de graines, de les maintenir au verger quand c'est conservé au verger, au vignoble, ou les stocks de tubercules, enfin suivant la plante, finalement ça va être conservé sous différentes formes. Donc il y a un travail de conservation, d'inventaire, de conservation, de caractérisation, et ces collections sont mises à disposition des personnes qui veulent les utiliser. Alors nos centres sont plutôt utilisés pour faire de la recherche et de l'innovation. Certains jardiniers amateurs nous demandent des variétés, mais voilà, la priorité, c'est pour faire de la recherche et de l'innovation, pour créer de nouvelles variétés, en intégrant peut-être des caractères qu'on peut aller trouver dans ces collections, des caractères qui permettent d'adapter les variétés au changement climatique, à de nouvelles pratiques agricoles. Dans le cadre de la transition agroécologie, il faut peut-être avoir des plantes qui sont capables de pousser en mélange, d'être plus compétitives vis-à-vis des mauvaises herbes, de pousser plus vite. Et donc, on va rechercher des nouveaux traits dans ces collections. Quoi vous dire d'autre? C'est un travail qui se fait en réseau. On a des réseaux publics-privés qui nous aident à conserver et à caractériser ces collections. On est aussi impliqué dans des réseaux européens et internationaux. Voilà, donc ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle de la conservation ex situ. Ensuite, il y a un peu d'autres façons aussi de gérer ou de conserver de la diversité génétique, qui est un peu moins institutionnalisée dans nos instituts de recherche. Il y a de la conservation dynamique où on va travailler avec des réseaux d'agriculteurs ou des réseaux d'acteurs qui vont planter ces ressources, les laisser évoluer dans leur environnement et peut-être dans cette évolution identifier des plantes qui auront évolué et qui seront mieux adaptées à leurs environnements locaux. Et puis on a aussi un travail peut-être alors qui n'est pas vraiment qui est pris en charge par d'autres types d'instituts d'identification de populations sauvages, d'espèces apparentées à nos espèces cultivées, dans lesquelles on peut essayer de trouver des caractères d'adaptation aussi qui manquent
dans les variétés actuelles. Voilà, c'est un paysage un peu rapide. Donc c'est assez complet, mais c'est gratuit quand on va s'adresser à vous pour trouver justement une collection, une variété ou quoi? Comment ça se passe? On demande parfois une contribution à l'envoi, peut-être une petite contribution forfaitaire, mais en général c'est gratuit. Finalement, suivant le nombre d'envois qu'on fait, ça peut nous coûter plus cher en frais de secrétariat de faire payer que de l'envoyer gratuitement. Enfin voilà, en tout cas, on ne fait pas d'argent dessus. Éventuellement, on a un petit défraiement sur des frais, mais on ne fait pas d'argent avec. Et vous dites que le principal, c'est dédié à la recherche. Enfin, le public qui vient vous chercher, c'est pour de la recherche, c'est ça? C'est pour aller plus loin dans les variétés, la résistance, la résilience? Ouais, 75% des demandes qu'on nous fait sont pour des programmes de recherche, éventuellement des privés qui les intègrent peut-être dans des programmes de pré-breeding, de pré-sélection, où ils intègrent de nouveaux caractères dans des parents qui vont être ensuite utilisés pour générer des nouvelles populations et sélectionner des nouvelles variétés adaptées à de nouveaux marchés ou nouvelles conditions de culture. D'accord. Audrey Didier, vous travaillez sous l'égide du ministère de l'Agriculture pour essayer justement d'avoir un paysage un peu global que nous a tracé déjà un peu Anne-Françoise, essayer peut-être un peu de centraliser les choses ou en tout cas d'avoir une vision un peu sur quelle collection on a, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on ne conserve pas. C'est ça? Expliquez-nous un petit peu les enjeux. Alors l'enjeu, c'est, donc Anne-Françoise l'a très bien dit, il y a une pluralité d'acteurs. Et donc qui dit pluralité d'acteurs dit pluralité de vision et pluralité d'objectifs. Donc on a des gens qui vont conserver des variétés, donc l'INRA conserve souvent de la diversité mondiale en fait, pour essayer de caractériser cette diversité génétique qui va servir aux travaux de recherche et de sélection. On va avoir des acteurs qui vont beaucoup plus être centralisés centrés sur leur territoire, et donc qui vont plutôt travailler des variétés qui sont issues de leur territoire et vont essayer de les adapter potentiellement pour les rendre moins sensibles aux maladies ou en tout cas plus adaptés au changement climatique. Mais donc on va avoir presque une conservation pour de la création de filières après. On va avoir des acteurs qui sont les sélectionneurs évidemment qui s'en servent dans leur programme d'animation, d'innovation, c'est mieux. Après on a aussi donc les réseaux de coopération public-privé. On en parlait, il y en a 17 en France qui existent et c'est un formidable moteur que beaucoup de gens nous envient parce qu'en fait ces réseaux sont pilotés par des instances publiques, donc l'INRAE pour beaucoup, le GEVES aussi un peu en pilote. Et donc là, on met ensemble des acteurs qui sont des sélectionneurs, des artisans semenciers, des associations, des centres régionaux. Et tous ces gens-là vont mutualiser à la fois les compétences et les expertises pour régénérer le matériel, le caractériser et le mettre à disposition. Alors, qui dit pluralité d'acteurs dit un peu de difficulté de coordination, peut-être. Voilà. Ça, c'est un peu spécifique à la France, peut-être aussi. Oui, mais parce qu'on a fait le choix justement de ces réseaux et on a fait le choix de cette diversité. Ce qui est une richesse folle, mais qui effectivement demande aussi beaucoup de coordination et beaucoup de travail pour essayer d'avoir les informations, ce qui est très compliqué. Ça veut dire que parfois on ne sait pas exactement qui fait quoi ou qui a quelle ressource, c'est ça? C'est ça. Donc on ne sait pas forcément qui a quoi, qui fait quoi. Et après, il y a vraiment donc ce qu'Anne-Françoise a présenté, c'est de la conservation. La conservation, c'est un métier en fait. Il y a vraiment des choses à faire pour conserver des ressources génétiques. Et on a beaucoup de gens qui font de la valorisation, de l'utilisation, ce qui est très bien, mais ce n'est pas de la préservation de ressources génétiques. C'est pour ça que l'État a mis en place 2 choses. Donc on a la reconnaissance officielle des gestionnaires de collection, donc qui répond à 7 critères. C'est défini par la réglementation. Donc là, alors aujourd'hui, on en a 7 actuellement qui sont reconnus officiellement, dont l'INRA pour un certain nombre de ces centres de ressources biologiques. C'est-à-dire en termes de mission, en fait, c'est cette activité qu'ils sont censés faire pour avoir ce titre de gestionnaire de collection. Et là, vraiment, l'objectif, c'est d'améliorer les pratiques de gestion, d'avoir un dialogue continue, parce que tous les 2 ans, on revient vers ces gestionnaires, on leur propose des pistes d'amélioration, on essaye de dialoguer avec eux pour savoir pourquoi ils les mettent en place ou pourquoi ils ne les mettent pas en place, parce que ça ne répond pas à leurs besoins, parce qu'on n'est pas forcément en sciences infuses. Et ensuite, c'est vraiment un label de qualité. Donc on a cette action-là, et puis on a l'action d'identifier les ressources d'importance pour la France. Donc ça, c'est toutes les ressources pour lesquelles on doit s'engager sur le long terme. Donc il faut qu'on s'assure qu'elles soient conservées. Et donc ces ressources, elles sont dans la collection nationale.
Donc pour l'instant, donc là, on a plein d'espèces différentes. Ça va de la grande culture jusqu'à l'ornemental, les plantes médicinales et les sauvages. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour être concret? Parce que là, on a compris les enjeux et puis comment ça se passe. Mais concrètement, il y a quelles espèces qui sont protégées au niveau national, par exemple? C'est quoi exactement? Alors, on n'est pas sur de la protection. De la conservation. Non mais voilà, parce qu'en fait c'est vrai que c'est les termes sont importants. Il n'y a pas de droit de propriété dessus, c'est des choses qui sont libres de droit, donc qui sont diffusables à tout le monde. Et justement la collection nationale, l'idée c'est que les ressources soient diffusables au plus grand nombre, donc elles soient accessibles aux citoyens jusqu'à la recherche, jusqu'à la communauté internationale. Donc quelques exemples. Dans cette collection nationale, donc conservée. Et pas protégé. Exactement. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que du coup, les acteurs restent gestionnaires de leur... C'est une collection virtuelle, en fait. Chaque gestionnaire reste conservateur. Donc, on a par exemple des centres régionaux qui ont intégré dans la collection nationale des variétés de pommiers, prunus. Alors c'est dommage, mais j'ai pas les jolis noms. Elles ont toutes des superbes noms, parce que souvent c'est des variétés patrimoniales, donc qui ont des noms très colorés, qui sont très chouettes. Mais là, ça me revient pas. Après, on a par exemple 60 ressources de colza qui ont été mis dans le cadre, justement, le CRB Brassisol INRAE, qui est en Bretagne et qui gère la collection de colza, qui a versé aussi. Donc là, c'est plutôt des ressources qui sont représentatives de l'histoire de la sélection du colza. Donc, depuis les premières lignées jusqu'à... Voilà. Après, on a donc les espèces apparentées sauvages qui ont été versées par des conservatoires botaniques nationaux. Et puis, on a par exemple une très belle collection de rosiers, dont des accessions qui ont été versées par un particulier, Madame Loubert, qui est en Maine-et-Loire. Donc un particulier peut proposer ça. Tout à fait. Alors après, il faut quand même que ce soit une collection, ça demande un peu de critères quand même derrière, mais oui. Avant d'arriver à Véronique, juste une question peut-être naïve, mais depuis quand ça existe? Depuis quand fait-on ça, la conservation des ressources, et notamment sur cette collection nationale? Alors, la collection des ressources, ça fait très longtemps qu'on fait ça. Oui, j'imagine. Voilà. Oui. Depuis les années 80, il y avait eu un bureau des ressources génétiques qui avait été mis en place, qui avait fait tout un travail justement sur la constitution des réseaux, sur la constitution de la collection nationale. Et puis le Bureau des ressources génétiques a fusionné avec l'Institut français de la biodiversité dans la Fondation pour la recherche en biodiversité, et qui s'est orienté sur des actions de recherche. Et donc on a eu un peu, on va dire, une dizaine d'années où on n'a plus d'accompagnement d'acteurs. Et donc depuis 2016, le ministère a remis en place au GEVES la coordination pour justement reprendre toute cette partie coordination nationale et s'assurer qu'en fait on ne perde pas du matériel. Et un des beaux exemples, c'est un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, où là, on essaye de relancer le réseau sur les prunus. Puisque, en fait, c'est beaucoup de parcs naturels régionaux, d'associations, de centres de recherche, de pépiniéristes amateurs. Et donc là, en fait, on a besoin de remettre à plat qui conserve quoi pour savoir ce qui nous reste encore en termes de ressources patrimoniales. C'est un gros enjeu. Ok, on y reviendra. Véronique de Crook, vous conservez aussi des ressources, mais là, on est plus sur du sauvage. Expliquez-nous un peu ce que ça veut dire, et puis d'avoir un peu des exemples concrets aussi de ce que ça représente. Alors, les espèces sauvages, pourquoi on collecte les espèces sauvages, pourquoi on les caractérise et on les conserve? En fait, tout ça, c'est parti d'un double constat. La domestication, elle a conduit à une perte de diversité très importante. Donc, quand on parle de variétés, comme Anne-Françoise a parlé et Audrey également, c'est une très faible part de la diversité qui existe, qui peut encore exister à l'état naturel dans la nature, dans les forêts, dans les plaines, etc. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que du coup, ces espèces sauvages qui représentent une très forte diversité, qui pourraient être mobilisées dans les défis futurs, c'est-à-dire l'adaptation au changement actuel, c'est déjà maintenant. C'est déjà maintenant, effectivement. Ou même pouvoir cultiver, avoir sans produits chimiques, des plantes plus résilientes. Eh bien, elles ont cette diversité et en fait, les collections sont sous-représentées pour ce matériel. Donc, en fait, l'idée, c'est par exemple dans le cadre du projet européen que je coordonne, Frudive, on repart dans la nature, collecter les espèces sauvages dans les refuges, là où elles se sont réfugiées lors de la dernière glaciation. Donc, il y a
19 000 ans, lorsque toute l'Europe était couverte par le froid, par la glace. Il y avait quand même des refuges glaciaires dans le sud de l'Europe, et là on retrouve toujours des espèces qui sont restées là et qui présentent une diversité très intéressante, beaucoup plus importante que ce qu'on peut avoir en collection. Ça veut dire qu'on perd beaucoup en termes de biodiversité, c'est ça ce que vous dites, quoi. Oui. On essaie de recréer ce que la nature faisait avant, quoi, finalement. Enfin, de recréer, de reconserver. Alors effectivement, on a perdu beaucoup avec la domestication parce qu'on s'est centralisé, on s'est focalisé sur un certain nombre de caractères comme la grosseur du fruit pour un arbre fruitier ou le rendement peut-être, la graine, le poids de la graine, etc. Le rendement, oui, voilà. Mais dans la nature, c'est pas ça en fait qui compte. Dans la nature, c'est de pouvoir résister, c'est-à-dire pouvoir continuer à produire et se reproduire d'une allée à l'autre, quels que soient les aléas climatiques. Donc on va être très intéressé par les populations qui peuvent exister dans des refuges où là, il y a des températures que l'on pourrait connaître bientôt dans nos pays en fait. En France, on pourrait très bien connaître des températures qui actuellement sont en Sicile ou dans le sud de l'Italie. Et donc ces refuges d'espèces sauvages, c'est très intéressant parce qu'elles sont adaptées. Elles ont évolué pour s'adapter et pour pouvoir résister aux conditions. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement de ces espèces sauvages que vous récupérez? Oui, alors par exemple, pour la Sicile, l'amandier sauvage, ça c'est très intéressant parce que c'est une espèce personne vraiment s'occupe de cette espèce. Or, on a vu des agriculteurs là-bas en Sicile qui récoltaient les graines de cette espèce sauvage pour l'utiliser comme porte-greffe, c'est-à-dire comme racine aux arbres. D'accord. Et ils n'ont pas besoin d'irriguer. Ils n'irriguent plus, en fait. Ils n'ont pas besoin d'eau parce que la plante, elle arrive à survivre sans eau, sans apport d'eau. Et en France, on a un autre exemple d'une espèce qui est un peu spécifique. On la trouve que dans les Alpes du Sud. C'est le prunier de Briançon ou l'abricotier de Briançon. On ne sait pas trop bien où le classer. Et c'est une espèce tout à fait résiliente. Elle pousse toute seule. Personne ne s'en occupe. Et on ne la trouve que là. Donc c'est un potentiel quand même super intéressant pour les améliorateurs. Il y en a beaucoup comme ça qui peuvent être retrouvés à un seul endroit ou qu'on peut aller récupérer. Voilà, on les perd beaucoup. Il y a énormément de risques de perte de la biodiversité à cause principalement du développement des villes. Par exemple, dans les Alpes du Sud, les stations de ski. Oui. Elles ont dû manger un petit peu de la biodiversité. Exactement. Donc c'est un peu l'urbanisation et puis également le tourisme, etc. Donc il faut absolument agir maintenant pour essayer de les identifier, de les conserver. On les conserve ex situ, c'est-à-dire en collection comme ce qui a été décrit par Anne-Françoise et Audrey, mais on les conserve également in situ, en place. Dans des champs chez des... Oui, là où elles poussent habituellement. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on veut se garder le potentiel de revenir dans 10 ans et de voir comment elles ont continué à s'adapter. Donc vous les repérez, vous les analysez en fonction de leur évolution dans leur milieu naturel. Exactement, pour voir quel est leur potentiel d'adaptation, parce qu'elles aussi, elles vont continuer de connaître les aléas climatiques, le réchauffement, etc. Et donc finalement, comment elles ont réussi à s'adapter. D'accord. Donc dans 10 ans, ça sera intéressant. Ouais, c'est génial, parce que ça veut dire que c'est des plantes qui s'adaptent déjà au dérèglement climatique, donc c'est une source incroyable. Audrey, vous disiez, alors on a du mal à centraliser, c'est le bénéfice d'aller chercher un peu, de diversifier un peu les approches, mais en même temps, on a du mal à centraliser. Ça veut dire qu'autour de nous, les pays européens ou les autres pays n'ont pas la même approche, c'est problématique? Alors, je ne sais pas si je dirais que c'est problématique, c'est juste différent. C'est différent. Voilà. Mais oui, les autres pays sont beaucoup plus sur on a une grosse banque de gènes centralisée, ce qui effectivement n'a pas du tout été le choix en France, parce que même à l'INRA, on a des centres de ressources biologiques qui sont installés par groupe d'espèces. Et vraiment, l'idée, c'est de mettre la ressource au plus près de ceux qui vont l'étudier, la caractériser pour que l'information circule entre les gestionnaires et ceux qui la travaillent. Parce que c'est une des problématiques dans ces grands centres aussi. On n'a pas forcément de retour sur les utilisations. Enfin, quand quelqu'un utilise les ressources, on n'a pas forcément l'information. Et c'est vrai que le fait d'avoir un centre de ressources biologiques qui est vraiment accolé au programme de recherche, ou en tout cas aux équipes de recherche qui travaillent dessus, ça permet quand même de faciliter le transfert d'informations.
Et est-ce que ce format un peu décentralisé, c'est aussi parce qu'on a différents climats, différents types de terres ou quoi, ou c'est parce que c'est notre nature et notre philosophie de procéder ainsi? Alors là, Je pense qu'on a aussi fait le choix de conserver des arbres. Beaucoup de ces banques de gènes centralisées ne s'occupent que de plantes à graines. D'accord. Nous, donc du coup, puisque de toute façon on était décentralisé, qu'on décentralise un peu les graines aussi finalement. D'accord, ça allait dans le même Ouais, sens voilà. qui était initial. D'accord. oui, mais c'est vrai que souvent, c'est des banques de gènes qui sont centralisées sur les espèces à graines, voire quelques espèces annuelles en reproduction végétative, mais majoritairement. Alors après, souvent, ils ont des accords avec des associations pour conserver les espèces fruitières dans leur pays, mais du coup, c'est pas aussi structuré que leur banque centralisée. Après, il existe aussi au niveau européen quand même des réseaux qui permettent de mettre ensemble les expertises et la diversité aussi des acteurs. Donc on a un réseau qui s'appelle, c'est le CPGR, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resource. Donc là, c'est vraiment une mise en commun d'expertise et essayer de travailler aussi sur des méthodologies communes pour que quand on parle d'une ressource en France et en Belgique ou en Allemagne, on puisse parler de choses qui sont similaires en fait, ou qu'on se comprenne entre nous. Ce qui est aussi très important parce que vous prenez un gestionnaire, oui, vous avez une sensibilité, une information. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important. Et ce qui est aussi en train de se mettre en place au niveau européen, c'est des réseaux d'évaluation. Donc ça, c'est aussi très important de pouvoir caractériser une même ressource génétique dans différents environnements en Europe pour justement voir comment elle se comporte en fonction des différents climats et de voir s'il y a des choses intéressantes qui pourraient être utilisées d'un pays à l'autre, voilà. D'une région à l'autre. Et votre groupe, il essaie justement d'avoir cette vision d'ensemble. Là, on revient sur le côté français, quoi. C'est ce que vous disiez, d'essayer de repérer vraiment les différentes collections et les intervenants dans cette chaîne. Oui, voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Donc, on met en place aussi des rencontres des acteurs qui vont. Les prochaines, je fais de la pub, c'est en juin l'année prochaine. Bah, il faut. Donc voilà, Villeneuve-d'Ascq. Voilà, si des acteurs nous écoutent, bienvenue. Donc voilà, donc on essaye effectivement d'identifier les gens et de mettre en place des événements pour qu'ils se rencontrent aussi, pour qu'ils partagent leur expertise et leurs problématiques. Alors, si on arrive à trouver des solutions, c'est mieux. Des fois, ça prend du temps, mais en tout cas, on y travaille et essaie de de tirer le fil. Et c'est surtout de mettre ensemble des gens pour que, du coup, on ait aussi une approche pluridisciplinaire, ce qui est aussi très important. Et c'est aussi l'esprit un peu toujours français d'essayer d'avoir des intervenants d'horizons différents et comme vous avez dit, même un particulier, quoi. Anne-Françoise, vous travaillez au sein du comité des enjeux sociétaux de SEMAE et vous avez travaillé sur ces sujets-là avec un avis aussi et des préconisations en fait de ce comité. Oui, alors effectivement, l'année dernière, on a travaillé toute l'année sur un avis sur la conservation des ressources génétiques. On a interviewé un grand nombre d'acteurs du domaine. Et que vous êtes allé chercher partout, donc en France. Voilà, dont Audrey, par exemple, qu'on a aussi interviewé. Et certains scientifiques, pas toi, Véronique, mais d'autres. Ça sera pour la prochaine fois. C'est ça, exactement. Et on a aussi beaucoup lu des avis précédents, parce qu'il y a eu pas mal d'avis ces derniers temps sur la conservation des ressources génétiques. Ou des compilations de ce qui était fait en France, comme la compilation que tu as dirigée l'année dernière, qui était vraiment intéressante aussi. Voilà. Et donc, on a un peu fait le tour des enjeux. Donc, vous l'aurez compris, on a un système complexe. Du coup, le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas très lisible à l'extérieur. Cela dit, j'étais surprise. Je m'attendais à ce qu'on me dise c'est la catastrophe, on ne trouve rien. Mais en fait, les personnes qui ont besoin de ressources génétiques finissent toujours par trouver les bonnes personnes et après ils sont ravis parce qu'ils ont les experts, les collections et tout va bien. Donc voilà. En revanche, dans les choses qui restent, qui sont vraiment très très manquantes et que tout le monde demande, c'est un système d'information complet, un portail d'information en fait sur les collections, les ressources qui existent et ce qu'on en connaît. Donc ça, c'est vraiment un travail et c'est quelque chose de pas simple, qui demande beaucoup de coordination et de pilotage. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les grands enjeux du système actuel. Mais du coup, donc, cette expertise part du constat que
la diversité génétique est essentielle pour répondre aux enjeux actuels, l'enjeu du changement climatique ou de la transition agricole qui est en cours et qui est nécessaire pour rendre les agriculteurs plus robustes aux aléas. Je pense que voilà, donc il leur faut des variétés qui soient plus résilientes, plus robustes au changement. Ce qu'on voit aussi, c'est que le changement climatique est tellement rapide que les espèces n'ont pas le temps de s'adapter, celles qui sont là. Donc on voit bien qu'on commence à explorer des nouvelles cultures et à les importer dans nos pays. Et donc, on va avoir besoin de ces collections pour aller chercher de nouvelles variétés ou de nouvelles cultures, même des variétés pour des nouvelles cultures. Voilà, donc vraiment ces collections, je pense, et la conservation de la biodiversité est un enjeu vraiment critique pour l'adaptation de l'agriculture à ces enjeux. Et donc on fait un certain nombre de recommandations. Je pense que celle qui est un peu nouvelle par rapport à tous les avis ou les expertises qu'il y a eu jusque-là, c'est vraiment d'avoir une intention à mieux coordonner ces différents modes de conservation qui ont été très bien décrites par Audrey et par Véronique, en fait, et vraiment jouer sur leur complémentarité. Et par exemple, on peut imaginer avoir l'identification de populations sauvages, s'assurer qu'on les suit régulièrement et que quand des personnes ont besoin d'avoir accès à certaines de ces ressources, on les ait conservées dans un centre de ressources génétiques ou un centre national botanique et y donner accès de cette façon-là sans qu'ils soient obligés d'aller piller sur place, ce qui est toujours un peu problématique. Voilà. Donc il y a des choses qu'on peut faire ensemble aussi pour la conservation dynamique avec des agriculteurs. Mais ça demande de renforcer un peu la coordination, peut-être de s'assurer qu'elle soit vraiment inclusive et que tous les acteurs aient un droit de regard finalement, par exemple, sur ce qui est conservé et ce qui est distribué, qu'ils puissent donner leur avis sur ce qui est important et intéressant pour eux. Ça demande des moyens pérennes. La conservation des ressources génétiques, c'est un travail de fond et de long terme. Et on a vraiment besoin de mettre ensemble les différentes parties aussi au niveau politique. Finalement, c'est un sujet qui est à cheval entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Recherche et le ministère de l'Environnement. Donc on a besoin d'une politique vraiment cohérente et commune entre ces différents acteurs et d'avoir une façon de discuter avec eux régulièrement là-dessus. Et enfin, on recommande vraiment, justement, en se mettant d'accord avec ces différents acteurs et sur des moyens de financement, de mieux développer les communs dont on a tous besoin, un système d'information vraiment fonctionnel, peut-être des banques de graines spécialisées, des systèmes d'évaluation, enfin voilà, peut-être des communs, voilà, des outils communs vraiment ensemble, qu'on travaille ensemble pour les différents acteurs. Plus de coordination, un peu plus de lisibilité et puis des moyens pérennes pour tout ça. C'est imaginable, Audrey, juste avant. C'est aussi peut-être l'intelligence artificielle pourra aider à tout ça aussi. Pour les systèmes d'information, sûrement. Ouais. Oui, il doit y avoir du grain à moudre là-dessus. Mais du coup, ça demande qu'on s'y mette, qu'on ait des moyens pour le faire. Ouais, c'est quelque chose. On va dans ce sens-là. On va vraiment dans ce sens. Je dirais que oui, c'est ce que c'est. Et Anne-Françoise le sait. On pousse là-dessus. Alors d'autant plus sur le système d'information, parce qu'effectivement en France, on a beaucoup de collections, mais on a du mal à savoir ce que je disais, qui conserve quoi. Oui. Et on a du mal à d'ailleurs même avoir les informations quand on interroge les gens, parce que c'est souvent. Alors bon, l'INRA c'est un peu encore différent, mais pour d'autres structures, c'est dans des fichiers Excel, c'est dans des cahiers, c'est des modalités dans différents endroits. Donc quand on leur demande ce qu'ils ont, ça les fait paniquer tout de suite parce qu'ils ont l'impression que ça va leur prendre toute l'année. Donc voilà, donc il y a un vrai enjeu de mise à disposition des informations. Alors j'allais dire sur un aspect un peu plus supra, on essaye de travailler au niveau du GVS à un portail national qui permet d'identifier les ressources qui sont versées en collection nationale pour que les gens sachent déjà ce qui est présent dans la collection nationale, mais ça ne répond pas du tout aux besoins
d'informations, puisque bon nombre de gestionnaires nous ont effectivement sollicité pour avoir des systèmes d'information qui soient fonctionnels, qui leur permettent de gérer leurs données et de les mettre à disposition. Donc c'est tout un travail aussi qu'on commence avec la Fédération des parcs naturels régionaux pour essayer de voir quels sont leurs besoins, de quoi on parle, pour essayer finalement de ne pas multiplier les systèmes, mais de faire en sorte qu'on ait des choses qui soient mutualisées, qui soient communs pour qu'on puisse avancer ensemble et que finalement ça ne coûte pas non plus une somme folle. D'accord. Vous rencontrez ce type de problème, c'est-à-dire de vous raccrocher à la conservation globale et nationale de ressources? Alors, nous, pas trop, parce qu'en fait, nous, on est plutôt pourvoyeurs. C'est-à-dire qu'on incorpore dans les collections déjà existantes du matériel qui n'est pas présent. Donc nous, on est plutôt en amont, donc tant mieux pour nous. Mais par contre, c'est vrai que du coup, on essaye de mettre dans le même format toutes les informations qu'on peut récupérer, de manière à ce que ça puisse tout de suite repartir dans le flux de données, de connaissances qui peuvent être générées déjà au niveau des centres de collection. Et sur ces espèces sauvages, est-ce qu'il y a des difficultés particulières justement? Alors vous avez dit il faut les repérer, il faut aller sur place les observer, mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés autour de ça? Alors c'est vrai que outre le fait que souvent ce sont des espèces qui sont délaissées, méconnues, abandonnées. Donc déjà il faut les repérer, il faut les reconnaître, il faut les identifier. Mais ça c'est la partie la plus rigolote. Et ça veut dire que ça c'est des habitants, c'est des locaux, c'est quoi? Voilà, c'est pour ça que c'est la partie la plus rigolote, parce qu'en fait c'est de la recherche historique, en même temps c'est vraiment avoir le contact avec les personnes localement pour discuter avec eux. Alors ils savent qu'il y a un prunier, un abricotier qui poussait là-bas. Alors des fois quand c'est pas la même langue c'est plus compliqué, mais bon c'est rigolo, il y a des situations assez sympas. Par contre, là où on a de plus en plus de contraintes, et qui sont des contraintes que l'on prend en considération, c'est d'abord la contrainte phytosanitaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en collection du matériel qui est déjà pas sain au niveau des pathogènes, etc. Donc ça, c'est évalué, c'est surveillé, voilà. D'accord. Exactement. Et la deuxième contrainte, c'est le protocole de Nagoya. Donc depuis 2014, c'est mis en application un protocole au niveau international qui régule en fait le partage des bénéfices. C'est-à-dire que si je vais chercher, par exemple, au Kazakhstan, une espèce qui pousse là-bas et que je la mets en collection en Europe, si je trouve que ça a un bénéfice parce que j'ai identifié quelque chose d'intéressant, je dois partager ce bénéfice avec le pays d'origine. Et donc c'est quoi? C'est en monnaie C'est les associer. Par exemple, si on développe une nouvelle variété, il va falloir les associer. Donc ils auront une petite rétribution financière. Au moins une reconnaissance. C'est le minimum des choses, c'est de reconnaître que ça vient de chez eux et que c'est eux qui ont l'originalité et le matériel sur place. Donc vous rétribuez les territoires des Alpes du Sud? Alors pour l'instant ça ne s'est pas encore fait, la rétribution. Je dis ça parce que je suis du Sud, donc ça peut intéresser. En fait c'est les associer. C'est les associer vraiment à toutes les étapes ensuite de l'utilisation de la caractérisation, de manière à ce que si un jour il y a quelque chose qui est intéressant au niveau culturel pour eux, tant mieux, parce que ça remet en valeur en fait la valeur du matériel chez eux. Mais ça peut-être aller jusqu'au niveau pécunier, financier. Selon l'importance que ça prend. Voilà. Mais ça veut dire beaucoup de lourdeur au niveau légal. C'est qu'il faut s'assurer quand on collecte qu'on a les autorisations. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que vous faites quelque chose d'intérêt général, hein, j'allais dire, mais c'est plus complexe que ça, quoi. Enfin, y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent être jusqu'à financières. C'est ça, en gros, c'est quand même un gros truc. Sur le partage des avantages, justement, tant qu'on est dans le périmètre de la recherche, on essaye quand même de faire valoir qu'il y a d'autres manières de partager les avantages que financières. C'est-à-dire qu'on peut partager du savoir, on peut partager du savoir-faire. Voilà, donc on essaye le fait qu'on conserve cette variété dans une collection, ça coûte de l'argent. Voilà, on peut redonner accès à l'accession si elle disparaît. La financiarisation de ces échanges a mis beaucoup de lourdeur et beaucoup de malentendus. Pas forcément souhaitable. Et c'est pas forcément une très bonne chose. Je pense que ça a bloqué beaucoup de choses. Et nous, on milite un peu pour limiter ça. Pour limiter, tout en vraiment
en essayant de partager le savoir au maximum et l'accès aux ressources qui nous semble le plus important. Et c'est pas spécialement ce qu'ils cherchent. Hein. D'accord. Non, c'est plutôt la remise vraiment en valeur D'un de matériel ce qu'ils peuvent qui serait pas apporter. utilisé. D'accord. C'est qu'on doit reconnaître que ça vient de chez eux, que voilà, Normal. c'est normal. Oui, c'est normal. Merci beaucoup en tout cas parce qu'on a bien visité et compris ce que ça représentait, en tout cas j'espère vous aussi, ce que c'est que la conservation de ressources qu'on est habitué à voir, traditionnelles, et puis de ressources sauvages, la difficulté, le manque de coordination encore, donc il y a encore des efforts à faire, mais ça c'est normal. Et je vous remercie beaucoup pour cette émission, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour une nouvelle séquence Poussons le débat.